Pour continuer un peu la discussion, donc il y a beaucoup de points que je vais aborder qui ont déjà transpiré dans les questions qui ont été posées à Alexandre. Du coup, moi, ça fait effectivement un certain temps que je travaille sur l'anonymisation, que j'essaye de comprendre ce que c'est et que je me fais des nœuds au cerveau. Et du coup, c'est pour ça que j'ai recruté un juriste pour me faire plus de nœuds au cerveau. Et puis que je travaille aussi avec Théodora pour m'exposer à des arguments juridiques. Ma présentation, elle va parler très très peu d'anonymisation. Elle va parler d'un truc que je comprends un peu mieux, c'est la réidentification. Ça, pour le coup, en informatique, on comprend assez bien ce que c'est. Donc, l'OCDE donne une définition qui est celle qu'a repris le NIST dans tous ses documents. Et donc, la réidentification, c'est un processus où on va être capable de faire le lien entre des données qui ont été protégées et puis donc l'identité d'une personne. Alors, les données protégées, j'ai volontairement mis dans ce slide, dans tous mes slides, le terme américain, c'est de-identified. En fait, je trouve que c'est une très bonne chose que le NIST ait utilisé ce terme partout dans sa documentation, parce que le NIST ne parle jamais d'anonymisation, de pseudonymisation, qui au final sont des concepts juridiques, et le NIST ne parle donc que de techniques de protection de l'information. D'accord ? C'est un peu comme Coluche avec le racisme, il n'y aura plus de blanc, de noir, il n'y aura que des schtroumpfs. Donc, on utilise un autre terme, et comme ça évite les quiproquos. Donc les techniques de protection de l'information, il y en a beaucoup. Donc il y a la suppression de données, la généralisation, l'agrégation, le chiffrement, toutes les techniques qui injectent du bruit. Donc c'est un champ très très large et qui sont censées rendre plus difficile donc l'identification de personnes à partir de données qui ont été protégées. La réidentification, c'est le processus inverse donc, de la protection. Et il y en a essentiellement de deux types. Il y a la réidentification qui peut être légitime. Donc, comme Alexandre l'a expliqué, parfois, il y a des moyens techniques qui existent pour faire de la réidentification. Okay. Ça peut être pour des besoins légaux. Un très bon exemple, c'est quand une autorité vous demande suffisamment de données de connexion pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé lors d'une attaque informatique. Et puis, donc, il y a des cadres de réidentification qui sont non autorisés. Et donc, il y a un certain nombre de personnes dans la salle qui ont l'habitude de faire ça, de la réidentification non autorisée. Parce que, qu'est-ce que c'est la réidentification non autorisée ? C'est tout ce que les gens font en cryptanalyse. D'accord. Alors, je mets le terme opérationnel parce que les gens dans la salle, ils font beaucoup de cryptanalyse théorique sans travailler sur des vraies données. Bon, alors en travaillant parfois sur des vraies données, d'accord. Mais dès qu'on va attaquer vraiment des protocoles, potentiellement, on va accéder à des données personnelles. Donc, ça devient de la réidentification. Et une des premières interrogations que j'avais eues, c'était est-ce que tout ça est bien légal et qu'est-ce qu'on risque si on va au tribunal ? Et on a écrit un assez long article avec Théodora et Alexandre pour voir que il y avait certaines incertitudes juridiques qui pesaient et que à faire ça dans des labos, il y avait vraiment plein de questions et plein d'inquiétudes à avoir. Il y a aussi, donc, sans faire de aller jusqu'à la cryptanalyse, mais toutes les attaques sur les protocoles cryptographiques, de type traçabilité malicieuse, qui vont nous permettre de faire de la réidentification. Et puis, il y a tout un courant de la réidentification qui vient plus du traitement des données, où on va croiser donc, des informations pour réidentifier des personnes. Et donc, c'est des travaux qui ont été commencés par Latanya Sweeney dans les années 90, où elle a récupéré, donc, elle a croisé
des données de recensement aux États-Unis et puis des données qui avaient été publiées par les hôpitaux. Et un des grands résultats qu'elle a eu, c'est qu'en croisant des données, ben, elle avait été capable de réidentifier donc, un sénateur américain, et donc vraiment en ressortant ben, son dossier médical, quoi. Donc c'était un résultat qui avait vraiment... C'est vraiment quelque chose qui a mis la lumière sur les problèmes qu'il pouvait y avoir à publier des jeux de données. Et puis, ben, il y a eu un certain nombre d'affaires assez ressentissantes, comme AOL, donc des chercheurs d'AOL qui décident de publier les requêtes des utilisateurs au moteur de recherche, juste en remplaçant donc les noms d'utilisateurs par des pseudonymes. Et puis, ben, patatrac, quelques jours après, les gens, en utilisant uniquement les requêtes, ben, sont capables de réidentifier les gens. AOL fait machine arrière, enlève le jeu de données. Comme supprimer un jeu de données sur Internet, ça marche relativement pas, ben, les gens continuent de faire de la réidentification. Ça devient presque un sport. Il y a même des artistes qui ont fait des choses artistiques avec la réidentification du jeu de données AOL. Bon, la conséquence, c'est que ben, les scientifiques qui ont publié les jeux de données, ils vont se faire renvoyer. Et puis la numéro 2 ou numéro 3 d'AOL va se faire renvoyer aussi. Et puis ben, quelques années après, AOL va prendre une grosse amende, et puis ben, AOL n'existe plus. Donc ça n'a pas été un grand succès pour AOL. Et puis encore plus récemment, Netflix a eu le même problème pour améliorer son algorithme de recommandation en concours organisé, avec une base de données où les noms des utilisateurs sont remplacés par des pseudonymes. Et puis, donc, c'est les gens de l'équipe de Shmatikov et Narnian qui vont ben, en fait, croiser les données du jeu de données Netflix avec les avis IMDb. Et puis, ben, patatrac, quoi. Et donc, là encore, ben, Netflix va négocier directement avec les gens qui ont déposé une class action contre Netflix pour résoudre ça à l'amiable. Donc, je ne pourrais pas vous dire les montants des dommages payés par Netflix, mais j'imagine que ça a dû faire plaisir aux plaignants. Donc voilà, donc les attaques de réidentification, c'est une réalité. C'est pas donc juste sur le papier. Les attaques de réidentification, elles peuvent aller... Enfin, on va considérer qu'il y a une attaque de réidentification si on est capable d'identifier vraiment physiquement la personne. Donc d'avoir vraiment être capable de l'identifier sur Terre. On considère aussi qu'on a une attaque juste si on est capable de faire des liens entre les données et d'être capable de dire que les données appartiennent à un individu, même si on n'est pas capable de l'identifier physiquement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la traçabilité malicieuse. Et puis, avec l'IA et puis tout ce qui arrive avec le machine learning, on considère aussi qu'il y a une attaque si on est capable de dire qu'une certaine donnée a été utilisée pour produire un modèle ou pour produire un résultat. Donc ça vous montre que voilà, c'est une discipline qui évolue, et avec les nouveaux cas d'usage, ben, on considère différentes possibilités d'attaque globalement. Alors, non seulement c'est quelque chose qui a une réalité, la réidentification, mais c'est quelque chose qui risque de s'amplifier avec les années. Donc, pour trois choses. Ben, le fait qu'il y a de plus en plus de données en ligne, que ça vient des gens eux-mêmes, qui ont une mauvaise hygiène informatique, et que ça vient aussi du fait qu'il y a de plus en plus de fuites de données, et que donc il y a de plus en plus de choses qui sont à disposition des gens pour faire de la réidentification. Donc les fuites de données, c'est vraiment quelque chose qui est exponentiel, et donc c'est à se demander quand est-ce que ça s'arrêtera. C'est même aussi une question de se demander à quoi on sert, vu tout l'argent qu'on investit en sécurité et toutes les données qu'on perd. Parfois, je me pose des questions. Une autre chose qu'on avait, qui n'avait pas vraiment été prévue, donc c'est toutes les avancées en traitement des données. Donc moi, je me souviens, dans les années 2010,
à l'EFF, quand on pensait à la NSA, on se disait effectivement la NSA récolte beaucoup de données, mais de toute façon, ils ne sont pas capables d'en faire quoi que ce soit. Preuve est de constater qu'on n'a pas eu le nez creux, quoi, parce qu'avec les avancées en IA et en machine learning ont fait que maintenant on dispose des capacités à traiter des grandes masses de données, quoi. Et puis le dernier point qui m'effraie énormément en réidentification, c'est l'ordinateur quantique. Parce que c'est quelque chose qu'on ne prend absolument pas en compte en protection des données à l'heure actuelle. Donc les gens de cryptographie s'y intéressent beaucoup, mais quand on imagine le respect de la vie privée, on n'a aucune idée de comment ça va affecter toutes les technologies qui ont été développées. Et donc, le jour où l'ordinateur quantique va arriver, je pense que pour la vie privée, on sera très très embêté parce qu'on n'a absolument pas prévu ça. Alors, pour faire le lien entre ce qu'Alexandre a pu dire et puis ce que je viens de vous dire et des aspects juridiques, quand je parle de techniques de déidentification, donc toutes les techniques qu'on utilise en informatique, on va essayer de se poser la question de à quoi ça correspond du point de vue juridique. Est-ce que je suis en train de faire de la pseudonymisation, de l'anonymisation ? Donc, la pseudonymisation, c'est quelque chose qui est très bien défini dans le RGPD. Donc, il faut que la personne, après traitement des données, ne soit plus identifiable, ou alors avec l'utilisation de données additionnelles. Donc, si je veux utiliser une technique de protection de l'information, et si je veux pouvoir sortir du cadre du RGPD, il faut que je passe de la pseudonymisation à l'anonymisation. Et la différence entre les deux, c'est le fait que le processus est irréversible et donc il n'y a plus possibilité de réidentification. C'est une traduction littérale du RGPD. Alors fondamentalement, quand la CNIL doit évaluer une solution d'anonymisation, donc on parle de données anonymisées, elle regarde deux choses. Il faut être capable de prouver que les données originelles donc, ont été traitées par une fonction d'anonymisation pour laquelle il n'y a pas de risque de réidentification. Il faut aussi prouver qu'on a effacé les données d'origine, et prouver qu'on a vraiment effacé le truc. Et si on n'est pas capable de le faire, la CNIL est très embêtée. Parce que la CNIL, c'est pas... À l'heure d'aujourd'hui, la CNIL s'est jamais engagée, a jamais apporté son soutien à qui que ce soit en disant « ceci est une technique d'anonymisation, utilisez-la ». Elle peut donner parfois des lettres en disant « c'est pas mal », mais elle ne s'est jamais vraiment engagée. Alors, juste du point de vue de l'informaticien, essayer de matcher ces deux critères. Donc, dans l'équipe, on a eu un doctorant, Daniele Perito, qui a travaillé sur le concept de Proof of Erasure. Donc, vous avez la définition qu'il en avait donnée dans son article des Oryx. Et donc, ça a l'air intéressant parce qu'effectivement, on a un protocole à distance qui permet de savoir si un système a effacé toute sa mémoire. Donc, le seul problème dans le travail de Daniele, c'était que il y avait une hypothèse de départ qu'on était sûr de connaître toute la mémoire disponible sur le device, qui est une hypothèse complètement pas réaliste en pratique, et qui fait que des proof of erasure, à ce jour, moi, je ne sais pas faire, et quand la CNIL me demande si je sais faire des proof of erasure, je réponds non. Donc ça, c'est déjà un truc très limitant. Qui fait que la CNIL, généralement, ne donne jamais son aval sur des techniques d'anonymisation. Et puis, le dernier argument qui tue, c'est est-ce qu'il existe des techniques de protection de l'information pour lesquelles il n'y a pas de risque ? Et à ma connaissance, il n'y en a pas, d'accord ? Et vous n'avez pas besoin juste de me croire pour en être convaincu. En fait, c'est dans les documents du NIST
dans les documents de la CNIL, où c'est bien rappelé en fait que, oui, il n'y a pas de technique parfaite. Alors, il n'y a pas de technique parfaite. Il se trouve que dans ma vie, j'ai souvent eu l'occasion de me retrouver en face de lobbyistes ou de gens qui pensaient l'inverse, qu'il y avait des techniques parfaites. Et donc, on me parlait de signature, de chiffrement comme étant des techniques bulletproof. Et donc, généralement, le débat devient assez enflammé. Et c'est assez facile de se rappeler que quand on a du chiffrement, en fait, le chiffrement, ça permet de réduire le risque de divulgation de l'information, mais ça ne l'élimine pas. Donc, il n'y a pas de technique pour laquelle on est sûr qu'il n'existe aucune technique de cryptanalyse possible. Il y a, en plus, quand on va vraiment concrètement chiffrer des données, des problèmes d'implémentation, avec ce que les gens appellent les attaques par canaux cachés, les problèmes de gestion de clés, et puis le problème le plus embêtant de tous, quand on utilise des secrets cryptographiques, au bout d'un moment, ils expirent, et si on suit le modèle de Lenstra, à peu près en 2090, il faudra arrêter d'utiliser des clés de 128 bits, parce que a priori, on serait... Enfin, c'est des paramètres qui seraient considérés comme plus sûrs, et donc on pourrait se poser la question de savoir si, à partir de 2090, ça veut vraiment dire qu'on peut déchiffrer des messages qui ont été chiffrés avec des clés de 128 bits de l'AES. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si j'ai utilisé des données, j'ai utilisé un système de chiffrement à l'état de l'art, en respectant les recommandations de l'ANSSI, du BSI ou de je ne sais pas quelle organisation gouvernementale, j'ai juste besoin d'attendre et à un moment, je pourrais réidentifier. Donc ça, c'est embêtant parce que ce que dit le RGPD, techniquement, c'est normalement le risque zéro de réidentification pour pouvoir passer de données personnelles à données non personnelles. Donc moi, à ma connaissance de technique qui est avec un risque zéro, ça n'existe pas. Du coup, de facto, mon raisonnement serait que tout ce qu'on fait en informatique doit être qualifié comme étant de la pseudonymisation. Alors ça, pour moi, la vie était simple, parce qu'avant, je demandais aux autorités de protection, pseudonymisation égale données personnelles, et ma vie était simple. Sauf que, depuis l'année dernière, ma vie est moins simple. Parce qu'avec la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, et donc depuis que j'ai recruté Alexandre en postdoc, la vie est moins simple, parce que je ne sais plus quoi dire. Parce que effectivement, ça me pose un gros problème de dire qu'on utilise une approche relative pour définir ce que c'est une donnée personnelle, parce que très bien, j'arrive à comprendre le raisonnement de se dire que effectivement, Google a très certainement plus de moyens de réidentification que Madame Michu, ma voisine. Le problème, c'est que en fait, c'est pas l'approche relative qui est problématique. C'est le fait qu'on passe de données personnelles à des données non personnelles pour lesquelles il n'y a plus aucune restriction de contrôle. Et du coup, d'accord, mais si c'est plus des données personnelles pour Madame Michu, Madame Michu, elle peut donner les données à Google, en fait, parce qu'il n'y a plus de restriction dessus. Sauf que pour Google, c'est absolument plus des données non personnelles. Et donc, c'est là où le bas blesse. Et ce qui est aussi très effrayant avec cette décision de justice, c'est, je vous ai parlé donc du cas de AOL et de Netflix. Et qu'est-ce qu'il faut en dire, en fait? Si pour AOL et Netflix, en fait, les données, on avait juste remplacé donc les vrais noms des utilisateurs par des pseudonymes. Si je reprends du coup le raisonnement de la Cour de justice de l'Union européenne, quand Netflix met à disposition la base de données, a priori, c'est pas des données personnelles pour les gens qui ne disposent pas des moyens de réidentifier. Sauf que je fais juste un croisement de données et c'est bon. Donc, comme l'a dit Alexandre, il y a ce fameux considérant, c'est 26, du RGPD qui dit les moyens raisonnables. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est les moyens raisonnables. Je ne sais pas ce que c'est
Je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui les moyens raisonnables, et j'ai encore moins une idée de ce que c'est les moyens raisonnables en 2090. Une fois qu'on a l'ordinateur quantique, bah, je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Alors, pourquoi les gens en fait veulent aller vers de l'anonymisation? Ben, les gens veulent aller vers de l'anonymisation parce qu'ils n'ont pas envie d'appliquer le RGPD, parce que c'est un cadre très strict et il faut faire attention à plein de choses. Ben, mon opinion est qu'en fait, c'est pas une si mauvaise nouvelle d'être dans le cadre du RGPD, parce qu'au moins, ben, on est dans un cadre connu, donc il n'y a pas d'incertitude légale. Donc on ne dépendra pas d'un avis d'une décision d'un juge, quoi. On sait le RGPD, on sait où on va. Et puis en fait, l'erreur classique, c'est que la majorité des gens pensent que, en fait, du fait qu'ils manipulent des données personnelles, ils doivent ingérer et implémenter tout le RGPD. Et en fait, c'est pas ça du tout le RGPD. Il y a différents types de données personnelles. Il y a des exceptions. On n'est pas toujours obligé de respecter les droits des personnes, parce que y a certaines exceptions qui permettent parfois de contourner. Notamment, c'est un truc qui est super important pour les chercheurs, parce que du coup, il y a plein d'exceptions qui s'appliquent à la recherche. Et en fait, voilà, finalement, chercher à faire de l'anonymisation, à faire des données ouvertes, certes, c'est très bien, mais ça pose vraiment des risques pour les personnes et ça pose plein d'incertitudes légales, alors que, en fait, appliquer le RGPD, finalement, au moins, on sait ce qu'il y a à implémenter, on sait ce qu'il y a à faire, et on a des certitudes légales. Donc voilà où j'en suis avec Alexandre et Théodora sur mes réflexions sur la réidentification. Et donc, comme vous pouvez le voir, on est effectivement un peu à la merci des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Et puis, ma dernière réflexion finale, c'est que nous, d'un point de vue technique, en tant qu'informaticien, en fait, il ne faut pas qu'on se pose des questions sur les bénéfices légaux d'utiliser nos techniques. Il y a, par exemple, je crois souvent des chercheurs qui pensent que quand ils développent des PETs, des Privacy Enhancing Technology, ça permet de faire de l'anonymisation parce que ce serait une sorte d'argument marketing. Il ne faut pas se poser ce type, l'équation, enfin le problème dans ces termes-là. Ça permet de minimiser les risques de réidentification, point. Et c'est des techniques qui sont bénéfiques à la protection des données, et c'est tout. Voilà. C'était ma dernière réflexion.